Bonjour tout le monde, encore une fois bienvenue au colloque du risque, particulièrement la présentation d'IPv6. Donc pour ceux qui se demandent comment prononcer mon nom, c'est tout simplement Lies Laïsaoui, parce que j'ai entendu tous les noms à part mon nom, j'ai entendu toutes les prononciations, pardon, sauf pour préciser mon nom. Donc encore une fois, bienvenue au colloque du risque. La présentation d'aujourd'hui va tourner autour du protocole IPv6. Essentiellement, on va couvrir 3 volets. Le premier, c'est des notions élémentaires d'IPv6. On va enchaîner avec comment se brancher au réseau des risques en IPv6, bien sûr, pour les membres. Et on va terminer la présentation avec des notions de sécurité, des notions de base de sécurité IPv6. Donc, sans perdre de temps, on va commencer par des notions élémentaires d'IPv6. Donc, on a cité les principaux points pourquoi IPv6 est là. On va juste les réexpliquer rapidement. Donc, comme vous le savez tous, le protocole IPv4, on a épuisé tous les stocks du protocole IPv4, c'est-à-dire 2 à la puissance 32 ont été épuisés. C'est la raison principale de la venue du protocole IPv6, La raison principale de la venue du protocole IPv6, qui lui, au lieu qu'on code sur 32 bits, on a codé sur 128 bits. Ceci permet de résoudre la limitation de l'espace d'adressage qu'on a rencontré avec IPv4. Donc, je vous laisse imaginer le nombre d'IPv6 disponibles, c'est 2 à la puissance 128. Le deuxième point, c'est le broadcast qu'on a jugé pas vraiment utile de l'implémenter dans IPv6. Donc, on l'a complètement éliminé. Sauf, dans IPv4, il y a pas mal de protocoles qui utilisent le broadcast pour leur fonctionnement. Exemple, je prends l'ARP. Tous les protocoles qui utilisaient le broadcast pour leur fonctionnement dans IPv4, maintenant, ils utilisent le multicast. C'est pour ça qu'on dit que le multicast fait partie des spécifications du protocole IPv6. En IPv4, c'était une option. Si on utilise le multicast, on laisse passer sur le firewall. Si on ne l'utilise pas, on bloque tout le multicast. Avec IPv6, il est là. On ne peut pas bloquer tout ou laisser passer tout. Donc, il fait partie du fonctionnement du protocole IPv6. L'avant-dernier point, c'est l'autoconfiguration. Heureusement qu'il est là parce que pour l'opérateur qui commence à rentrer les adresses IPv6 d'une longueur de 128 bits avec des codes hexadécimales dedans, ce n'est pas le fin de faire entrer tout ça. Donc, il y a un mécanisme qui a été introduit. Une machine où le protocole IPv6 est activé, peu importe l'OS, les récents OS sont tous maintenant activés dans la pile TCP/IP. Au moment de l'amorçage de la station, il va s'autoconfigurer automatiquement. Le dernier point, c'est la simplification de l'entête IPv6. On l'a mis fixe à 40 bytes, contrairement à IPv4 qui était 20 bytes, mais n'était pas fixe la longueur. Ça dépendait du champ option. Donc, on l'a fixé à 40 bytes, puis on a réduit les champs à l'intérieur de l'entête de 12 champs à 8 champs. La slide prochaine, ça va juste vous donner l'idée. À première vue, on voit que pas mal de champs ont été éliminés, passés de IPv4 à IPv6. Tout ce qui est en rouge ont été éliminés dans IPv6, qui sont jugés pas utiles. Je prends l'exemple, le checksum. On ne fait plus de checksum au niveau 3. On laisse le checksum se réaliser au niveau 2 ou bien au niveau 4 du protocole de transport, qui est évident. Le champ fragment, tout ce qui concerne la fragmentation du paquet, on ne le trouve plus dans IPv6, tout simplement parce que la fragmentation de le protocole IPv6, elle ne se fait pas sur les routeurs intermédiaires. La fragmentation, elle se fait uniquement par la source et le réassemblage uniquement par la destination. Le contraire de IPv4 où chacun des routeurs, il regarde son lien, il regarde le MTU sur le lien, puis il va fragmenter le paquet en conséquence du lien. Les champs en bleu ont été renommés, gardés un petit peu la même fonctionnalité. Si je prends le type of service pour la qualité de service, il est devenu la classification du trafic. Je classe le trafic. Le time to leave, le TTL qu'on connaît souvent, il est devenu un hop limit, c'est-à-dire avec des sauts. Il est codé sur 8 bits, ça veut dire que j'ai 255 sauts que le paquet doit passer pour ne pas être droppé. J'imagine, si le routage n'est pas optimum, si pour joindre une destination prend plus que 255 sauts, le paquet va être droppé.
Un nouveau champ qui a été établi, c'est le flow label, identification du flow, pardon. C'est quoi un flow? Je prends une séquence de paquets, je prends la même source, la même destination, le même port, je peux assembler ça comme un flow, puis le taguer et l'envoyer au niveau 3 pour la qualité de service éventuellement. Ce champ n'existe pas ici, il a été plus ou moins utilisé au niveau 4 parce que c'est au niveau 4 qu'on peut rejoindre les informations comme le port de destination, le port source, etc. Donc on l'a mis au niveau 3. Un champ qui est le payload, là c'est la taille du paquet. Comme j'ai dit tantôt, comme l'entête du protocole IPv6 est fixe, donc la taille, elle va prendre juste le payload length sans prendre en considération l'entête du protocole. À contraire, dans IPv4, il calcule le tout, les data, le payload, puis il rajoute l'entête de IPv4 parce que tout simplement était variable. Un champ qui est important a été introduit là, ça s'appelle l'entête suivant ou le next header. Lui, il a deux rôles. Généralement, il remplace le champ protocole, c'est-à-dire il va nous renseigner c'est quoi le protocole que j'encapsule de niveau 4. On connaît ça. IPv4, il va nous dire, moi j'encapsule UDP, j'encapsule TCP, les protocoles de niveau supérieur. Dans certains cas, le next header, il va remplacer le champ option. C'est rarement utilisé, c'est encore en expérimentation, mais il y a des cas où le next header peut remplacer les options. La slide suivante, ça va nous expliquer. Le premier, on connaît. C'est quand le next header remplace le champ protocole, il va nous renseigner sur le protocole data unit des couches supérieures. Le nouveau qui a été introduit dans IPv6, c'est selon le RFC 2460. Le cas où le next header va remplacer le champ option, donc on va l'appeler extension de l'entête. C'est-à-dire il va nous renseigner c'est quel protocole j'encapsule ou quel mécanisme j'encapsule. Toutes ces options, on peut les insérer entre niveau 2 et niveau 3 et non niveau 4, parce que si c'est niveau 4, ça devient le next header. Donc, ces options, comme j'ai cité, il y en a 6. Ils sont présentement expérimentaux, mais juste que pour votre connaissance, s'ils sont présents dans le paquet, ils ne sont jamais traités ou ne sont jamais fouillés par les routeurs intermédiaires, uniquement si ce champ est présent. Si ce champ est présent, tous les routeurs intermédiaires où est-ce que le paquet va passer, ils vont fouiller sur le champ pour voir les informations qu'il y a là-dedans. Sinon, les autres options, ils ne vont jamais regarder. Dès qu'ils voient une valeur hexadécimale qui veut dire c'est un router header ou c'est un fragment, ils vont l'ignorer puis forwarder selon l'adresse de destination. C'est l'une des raisons pourquoi on dit la fragmentation, ça se fait uniquement par les nœuds de destination. Ici, j'ai juste schématisé les extensions. Le premier, ça représente le champ protocole. Le next header, il me dit que j'encapsule TCP. C'est sûr, la suite, ça va être l'entête TCP plus les data. Il peut nous dire que j'encapsule un routing, puis le routing, il va nous dire que j'encapsule un TCP, etc. On voit ici un chaînage ou un enchaînement d'entêtes. Je n'ai pas vu de RFC ou un article qui dit la limite combien on peut encapsuler, mais la liste peut être vraiment longue. Puis il y a pas mal d'attaques en sécurité informatique qui utilisent ces mécanismes. Là, un autre volet, c'est les types d'adresses dans IPv6. On en a 3. Le broadcast a été éliminé. Ce n'est pas nouveau pour nous, les deux premiers. L'adresse unicast, c'est une machine qui veut parler à uniquement une machine. Le multicast, une machine qui veut parler à un groupe de machines. Le anycast, c'est un nouveau concept qui a été introduit dans IPv6, l'utilité. Les machines dans un réseau, je peux les assigner à la même adresse IP. Puis une machine qui sollicite ces machines, elle va envoyer un paquet avec l'adresse destination de type anycast. La machine, généralement, j'ai dit la machine la plus proche avec cette IP qui va répondre. Ça, il y a des tests qui ont été faits dans un contexte où j'ai plusieurs serveurs DNS. J'attribue l'adresse anycast, puis les machines qui vont résoudre les noms IP, leur paquet va atteindre la machine la plus proche pour résoudre le nom de domaine en IP, etc. La structure générale maintenant de IPv6, elle est constituée en 3 parties. Le global prefix, le subnet ID, puis l'interface ID. C'est quoi ces termes-là? IRIN, ou bien les organisations qui fournissent des adresses IP,
aux différentes ASP, aux différentes organisations. Il gère le /23 sur le /128. IRIN, elle peut se situer ici. Le risque, comme c'est un service provider, il va recevoir, nous on a reçu un bloc de /32. Donc le risque où tous les services providers ils vont se situer ici. Le risque peut fournir des /48 à ses membres. Donc les membres ils vont se situer ici. Une fois le membre est reçu son /48, il a entre /48 et /64 comme possibilité pour créer des sous-réseaux. Donc il y a vraiment, on peut créer vraiment un nombre très important de sous-réseaux à l'intérieur de cet intervalle. Mais les 64 bits qui restent, c'est pour identifier la machine dans ce sous-réseau. C'est le même cas dans IPv4. Notation d'IPv6, j'imagine que vous l'avez souvent vu dans les systèmes où c'est configuré automatiquement, Microsoft et tout. Donc, elle est constituée de 8 blocs de 16 bits qui donnent un total de 128. La notation, elle est en hexadécimal, donc ce n'est pas évident pour les humains de manipuler ça de façon statique. Des fois, où est-ce qu'on est en face des successions de 0, comme ici on a 3 successions, on peut abréger ou concaténer cette adresse pour désigner 2 points qui se suivent pour remplacer les 3 blocs de 0. Sauf cette compression, elle se fait uniquement une seule fois dans une adresse. C'est logique parce que si j'ai ici 2 0 et ici 3 0, je mets 2 points, je ne sais pas combien j'ai compressé 2 blocs de 0. C'est pour ça qu'on dit on le fait juste une fois. L'adresse, ça c'est l'adresse totale, ça c'est l'adresse compressée que j'ai pris comme exemple. J'ai expliqué tantôt les types d'adresses dans IPv6. J'ai cité unicast, anycast et multicast. On va se concentrer sur unicast, c'est-à-dire une machine vers une machine. De cette famille d'adresses, il en découle plusieurs qui ont été prédéfinis par des RFC et les concepteurs. Toujours dans cette famille d'unicast, une adresse, on l'appelle adresse unicast globale, tout ce qui commence par 2.0.2.2./30, c'est le format qui définit ce type d'adresse, c'est-à-dire c'est l'adresse qui est globalement routée sur Internet, ou bien connue dans IPv4 les adresses publiques. Le risque, par exemple, son adresse globale, elle est sur /32 2001.510/32. Il y a un deuxième type qui appartient toujours à la famille unicast, qui ça s'appelle un link local address. Comment l'identifier? C'est toujours par les bits les plus élevés. FE80/10, c'est le format du préfixe. Lui, il n'est pas routé sur Internet. Donc, au niveau des firewalls, il faut toujours le bloquer. Le même principe pour les adresses IPv4 privées. Pourquoi on l'a créé? Tout simplement pour la découverte des voisins. La découverte des routeurs dans mon réseau local. On peut le comparer au fameux 169.255. Vous savez, dans Microsoft, si une station est configurée comme client DHCP, elle envoie les requêtes à un serveur, elle ne trouve pas de réponse, elle va s'auto-configurer automatiquement avec cette adresse. C'est le même principe du link local. Vous ouvrez votre machine Microsoft, Linux ou Mac OS X. Si IPv6 est activé dans la stack, vous allez voir qu'il a pris automatiquement une adresse définie. Mais cette adresse, elle ne peut jamais excéder un saut. C'est juste à l'intérieur d'un réseau local. C'est pour ça, si on fuit à l'intérieur de ce champ, de cette adresse, on va trouver que le hop limit, des fois, ils le mettent, pas des fois, généralement à 255, à maximum. Ça veut dire plus que ça, on drop. On ne passe pas plus qu'un saut. Un deuxième type aussi, toujours dans l'unicast, c'est Unique Local Address, généralement appelé ULA. Le préfixe, au lieu de FE, c'est FC, 2.2. C'est le format qui identifie ce type d'adresse. Toujours non routable sur Internet, sauf lui, sa portée est un peu plus qu'un link local. C'est-à-dire le paquet peut traverser à l'intérieur d'un site. Vous avez souvent l'habitude de travailler avec l'adressage privé, 10, 172 ou 192. Les paquets se promènent à l'intérieur de vos campus, mais ils ne sortent jamais sur le campus parce que c'est des adresses qui ne sont pas routables. Donc, on peut comparer unique local comme les adresses privées dans le protocole IPv4. Il y a un mécanisme qui est appelé EUI-64. C'est un mécanisme qui permet, je vais configurer une adresse IP sur une station, sur un routeur. C'est sur 128 bits. Je lui donne juste le préfixe.
le préfixe de l'adresse, puis je lui dis complète les 64 derniers bits qui identifient cette machine de façon automatique. Cette façon automatique, comment elle se fait? J'ai donné juste un exemple ici, j'ai donné une adresse préfixe à un routeur, puis j'ai dit 2.2./64, complète les 64 bits avec ce mécanisme. Ce mécanisme, il est réalisé comment? Il est réalisé à base de la MAC adresse. Je lui ai demandé de remplir 64 bits à base d'une MAC adresse qui est 48. Il en manque 16 bits. Le RFC a inséré le 16 bits dans l'adresse MAC pour avoir les 64 bits. Mais les insérer, si vous me dites pourquoi FFE, je ne sais pas. Il se peut que FFFF 4 fois F. Je ne sais pas pourquoi cette valeur est spécifique, mais là, cette valeur, on va l'insérer au milieu de l'adresse MAC. Puis on inverse le 7e bit qui est dans le IEEE désigne administration universelle au local. Ça, c'est l'algorithme qui fait compléter. J'ai pris juste un exemple. Je vais essayer de voir l'adresse MAC d'une interface. Elle est sur 48 bits. Puis je fais, c'est quoi l'interface IPv6 sur cette interface? Je vois qu'il a le FE80, c'est link 0. Il a pris la MAC adresse au milieu, il complète les 16 bits, il a mis FFE. Puis le 7e bit ici, c'est 8, c'est 0,100, donc j'inverse, ça devient 0,11, qui donne la valeur 10, en hexadécimal, ça devient 1. Donc ça, c'est un mécanisme qui est vraiment automatique. L'opérateur, il fait juste dire que l'adresse complètement avec ce mécanisme, puis elle se fait automatiquement. Les adresses, on a essayé de faire des translations. La loopback, on connaît, ça devient la notation 2.2.1. Une adresse 2.2.2 court, c'est une adresse qui n'est pas spécifiée. Ça veut dire une machine, des fois, lors de l'amorçage, elle n'a pas une adresse IP. Fait qu'elle met dans son champ source, adresse, elle va mettre cette adresse parce qu'elle n'a pas encore. Mais la destination, elle va mettre une adresse de la destination auquel elle veut solliciter un service. Cette adresse, elle ne peut jamais être dans le champ destination parce qu'elle ira nulle part. La route, par défaut, tout simplement, elle est désignée par 2.2./0. On en a fini avec toutes les définitions des adresses unicast. On passe maintenant à l'arborescence des adresses multicast. J'ai dit tantôt que le multicast, ce n'est pas entre guillemets, c'est pas un luxe comme IPv4. Il fait partie des spécifications du protocole IPv6. Comment reconnaître un paquet IPv6 FF, une succession de 1111. Dès qu'il commence avec FF, je sais que j'ai affaire à un multicast. Ici, j'ai fait passer rapidement juste l'équivalent de IPv4 qu'on a souvent l'habitude de manipuler. C'est quoi leur équivalent IPv6? Je prends un exemple. On dit classe A, classe B, les classes C pour le protocole IPv4. Ils ne sont plus applicables dans IPv6. On n'en parle plus des classes A, B, etc. La prochaine slide, c'est comment assigner une adresse IP sur une interface ou sur une station. Une interface, généralement, minimum d'adresses IP qu'il peut y avoir sur une interface, c'est 2. Une, link local, qui va servir pour découverte du voisin local. Et une, elle peut être globale sur Internet comme elle peut être sur un site. L'adresse link local, elle peut être attribuée de façon statique. Je ne donne pas le choix d'être configuré automatique. C'est moi qui vais mettre IPv6, adresse, etc. Comme je peux l'utiliser de façon dynamique. Puis elle va se compléter automatiquement. Pour l'adresse, pour l'autre type d'adresse, je peux le mettre statique comme IPv4 avec le mode commande. Comme je peux lui dire, utilise l'adresse. Par exemple, si j'ai une adresse loopback avec une adresse, utilise cette adresse dans cette interface. Dynamique, ça, ce n'est pas nouveau pour nous. Il utilise un serveur DHCP pour l'obtention d'une adresse IP. Ça, c'est nouveau pour nous. C'est-à-dire, elle va s'auto-configurer automatiquement. C'est pour ça que dans les slides précédents, j'ai dit, heureusement, ce champ, il est là. Des fois, des petites organisations n'ont pas besoin de serveur DHCP. Mais il n'a pas non plus le goût de faire entrer 168, fait qu'il y a un mécanisme qui permet d'une machine de s'auto-configurer automatiquement. Format général d'une adresse multicast, on a dit que c'est FF. Puis ici, il y a deux champs qui sont importants. Le premier 0, 1, on fait rarement avec, c'est généralement 0. Donc, pour dire que ce multicast est permanent.
comme il peut être temporaire. Ici, le scope, c'est l'étendue de mon paquet, ou la portée de mon paquet multicast, il va aller jusqu'à où? Un saut, deux sauts, il va aller sur l'Internet global. Ça, c'est le champ scope qui va définir la portée de mon paquet. J'ai ici une liste de pas mal d'adresses qui ont été prédéfinies dans les RFC. La liste, elle est longue. Vous pouvez aller sur le site pour avoir toute la liste des adresses prédéfinies, mais je vais me concentrer sur les deux principales, ici. Qu'est-ce que j'ai? Si le scope égale 2, mon multicast, il va aller dans un LAN. Dans un link local, pardon. Si les 0, c'est à partir de l'interface. Par exemple, si, pour interpréter cette valeur, FF02, c'est un multicast permanent 2, qui veut dire link local. Donc, c'est un multicast. Ce que sa portée va être juste sur un lien. La valeur ici, 2.2.1, a été prédéfinie dans les RFC, qui veut dire tous les nœuds. Donc, c'est un multicast qui peut être envoyé à tous les nœuds d'un réseau local, dans un link local. Le deuxième, c'est un multicast. C'est la même chose que lui. J'ai la valeur 2 qui désigne tous les routeurs. Donc, si je veux envoyer un message à tous les nœuds, machines, routeurs, qui sont présents dans mon réseau LAN, link local, je vais envoyer ça. Si je veux demander juste une information au routeur parmi tout l'ensemble de mes devices sur mon LAN, j'envoie un multicast de type 2 ici. Puis la liste, elle est longue. Si je veux solliciter un serveur DHCP, il y a une valeur ici, je pense, il y a une valeur qui permet d'envoyer un multicast uniquement pour les serveurs DHCP. Toujours dans le cadre de multicast, j'ai dit tantôt que le broadcast a été éliminé. Donc, les mécanismes qui utilisaient le broadcast, ils vont utiliser le multicast. Mais quel multicast? C'est ce multicast. Ils ont défini FE, c'est toujours FF, ça veut dire multicast, mais ils ont rajouté ici FF. Toujours, ils vont précéder leur préfixe avec cette valeur. Je prends l'exemple, le ARP, il envoie un broadcast, il connaît l'IP, il veut savoir c'est quoi la MAC adresse, il envoie un broadcast. Ce n'est plus le cas. La machine, supposons, j'ai une machine dans mon LAN, je connais son IP, j'ai besoin de son ARP. La machine, elle crée, c'est un algorithme, elle crée ce préfixe, puis elle complète les 24 derniers bits de l'adresse que je veux résoudre. C'est pour ça qu'on l'appelle adresse multicast. Sollicitation de nœud, c'est les X. Je sollicite le nœud que je veux résoudre. Cette adresse est également utilisée pour vérifier l'unicité d'une adresse. Vous savez, avec l'autoconfiguration, elle va s'autoconfigurer, mais avant l'interface devienne app, il faut checker si cette adresse elle est unique sur le réseau ou pas. C'est la duplication d'adresse detection. Elle envoie sur le réseau un message de même type, mais elle ne sollicite aucun nœud, elle sollicite elle-même. Elle va sonder, elle va mettre son IP ici, puis elle écoute. Si j'ai une réponse, ça veut dire qu'il y a une machine qui a mon adresse. Donc je vais sortir le message duplication détecté, puis l'interface elle va rester down. Ici, j'aimerais bien un petit peu tarder parce que c'est important tout ce qu'on voit ici. J'ai fait juste une commande, affiche-moi l'IP de l'interface d'un routeur. Comme j'ai dit minimum, j'ai deux adresses. J'ai une adresse link local et j'ai une adresse globale ici. Le plus intéressant, c'est que cette interface s'est jointe automatiquement à 4 groupes de multicast. Pour définir c'est quoi du multicast, j'envoie un message à un groupe de personnes parmi d'autres. Ces groupes, pour recevoir mon paquet, il faut qu'ils s'abonnent à ce groupe. Je m'abonne à un groupe. Tous les messages qui m'ont destiné, je peux les lire. La même chose. Cette interface, elle s'est abonnée à ces 4 groupes. Le premier groupe, on l'a vu tantôt dans les prédéfinis, ça veut dire tous les nœuds. Les messages multicast qui sont destinés à tous les nœuds, je peux les écouter. Le 2, à tous les routeurs. Comme je suis un routeur, donc je peux les écouter. C'est un message m'est destiné. La troisième, à chaque fois, je crée une adresse unicast ou link local, il y a une adresse de type multicast, la spécifique que j'ai spécifiée, qui est créée en rajoutant ses propres 24 bits ici. La même chose pour link local, je prends les 24 bits, je les mets ici, puis je rajoute le préfixe qui a été défini dans le RFC.
Si j'ai d'autres adresses IP, la liste elle est longue. Pourquoi ces adresses? Comme j'ai dit tantôt, si une machine distance veut avoir mon MAC adresse, elle va m'envoyer un message multicast de mes 24 derniers bits. Fait que le message, il va ressembler à ça. C'est ça mes 24 derniers bits si je prends ici 100. Fait que c'est seulement moi qui va répondre. Il m'est destiné le message. Ça, comme j'ai dit tantôt, ça crée automatiquement. Je vais vous donner un exemple. Dès que j'active le protocole de routage sur un équipement, ce groupe est créé. J'ai dit juste IPv6, j'active pas le routage. J'active IPv6, j'ai ce groupe qui est créé automatiquement. Là, si j'active le routage maintenant IPv6, ce groupe est créé automatiquement. Donc, les stations qui ne font pas du forwarding de IPv6, ils vont avoir juste ce groupe. Par contre, les routeurs où le IPv6 est activé et en même temps il fait du routage, il va s'abonner au deuxième groupe. Ici, le mécanisme de découverte de voisins dans IPv6. Je ne vais pas lire tout ça parce que j'ai schématisé dans les slides suivantes pour mieux comprendre. C'est juste pour attirer votre attention. Pour les découvertes de voisins dans IPv6, j'ai 5 messages. Ces messages sont de type ICMP, qui ont une valeur qui commence à 133, ça finit à 137. Pourquoi on a mis entre parenthèses ça? Pourquoi vous attirez votre attention? C'est beaucoup plus dans vos firewalls. On a l'habitude de bloquer les ICMP ou bien au besoin laisser les echo reply, laisser les paquets d'UBIC, les paramètres. Là, on n'a pas le choix. Ces paramètres-là, il faut vraiment les tuner au niveau du firewall. Qu'est-ce que je veux laisser passer? Si je bloque toutes les ICMP, les machines ne vont pas se découvrir. Ils ne vont jamais communiquer. Ça, c'est important, ces valeurs de 133 à 137. La première valeur, c'est routeur sollicitation. Une station, elle boot, elle veut avoir un préfixe, une default gateway. Elle envoie automatiquement une sollicitation au routeur. Quel type de message? J'ai cité tantôt. J'ai besoin d'un service de routeur. Donc, j'envoie un message multicast de type 2, juste les routeurs qui vont recevoir. Ils vont m'envoyer leur passerelle par défaut, la validité de l'adresse, le MTU sur les réseaux, toutes les informations que j'ai besoin pour que mes paquets sortent à l'extérieur du réseau. Le RA, tout simplement, c'est les routeurs qui répondent à la sollicitation avec un message de type 134. Neighbor sollicitation, comme j'ai dit tantôt, le mécanisme de translation, je connais l'IP, je connais MAC, le processus de ARP connu dans IPv4. J'envoie un message de sollicitation, je reçois un message de neighbor, 135-136. Le ICMP type 137, on le connaît dans IPv4. J'ai 2 réseaux dans mon réseau. J'ai une passerelle par défaut pour une station qui envoie toujours ses paquets vers un réseau. Puis le routeur, il va recevoir les paquets, il va se rendre compte que pour telle destination, ton routeur préféré va être un autre. Fait que je vais rediriger le trafic, dire à la station, prends l'autre routeur, c'est mieux pour vous pour une destination spécifique. Ça, j'ai schématisé rapidement pour que vous compreniez. J'ai 2 machines, A qui veut parler avec B. Message de type ICMP, je découvre le voisin. J'envoie la source adresse, la mienne. Je demande la MAC adresse du B. Qu'est-ce que j'envoie un multicast. Je sollicite quoi? B. Donc, je prends les 24 derniers bits de B, je les mets dans X, je forme l'adresse de destination, j'envoie le paquet. Je sais que l'interface de B qui m'efface, elle appartient au groupe multicast que je veux solliciter. B, elle va me répondre, puis elle va m'envoyer son adresse MAC. Neighbor Discovery, ça, c'est quand je sollicite un routeur. Je n'ai pas encore d'adresse. J'envoie un multicast. Je veux avoir quoi? Je veux solliciter un routeur, donc j'envoie un multicast de type routeur. Tous les routeurs sur le réseau, ils vont me répondre en m'envoyant c'est quoi le préfixe, c'est quoi la durée la validité du préfixe, le MTU, etc. Il y a pas mal de champs qu'on peut manipuler et tuner facilement. La détection d'adresse, comme j'ai expliqué tantôt, c'est tout simplement, j'ai une adresse, mais je considère que je ne l'ai pas encore, elle n'est pas valide. Je l'envoie, j'envoie ma propre adresse dans le réseau pour sonder. Si une machine me répond, c'est sûr qu'il y a une duplication. L'interface va rester dans, vous allez avoir un message qui dit qu'il y a une duplication d'adresse. Ce processus n'est jamais exécuté dans le cas des types Anycast.
Comme j'ai expliqué tantôt, Anycast, c'est je peux mettre les mêmes adresses pour des devices. Si je mets la même adresse, puis je laisse le processus s'exécuter, c'est sûr qu'il va me dire il y a une double adresse quelque part, puis l'interface. Donc, ils ont enlevé ce mécanisme si l'adresse que j'ai configurée sur les interfaces est de type Anycast. Donc, pour la partie branchement au risque, je vais laisser la parole à mon collègue Yves vous présenter ça. Et merci de votre attention. Merci, Elias. Donc, je vais parler brièvement comment se brancher au risque. Ça serait assez court de ce côté-là. On a essentiellement besoin que vous ayez certaines notions de base au niveau IPv6, que vos équipements supportent IPv6. Du côté du risque, nos équipements le supportent déjà en grande majorité. Tous les membres institutionnels ont déjà été upgradés et le supportent sans aucun problème. Il n'y a que certains membres qui ont des équipements qui datent de plus de 5 ans qu'il faudrait vérifier si le support est adéquat à ce niveau-là. Le risque ne route que les adresses IPv6 globales. Comme Elias a mentionné tout à l'heure, on n'a pas de ULA qu'on va router ou de Link Local Address qu'on va router sur l'Internet. Le risque utilise le modèle Dual Stack, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser IPv4 et IPv6 dans la même infrastructure. On va transporter les deux paquets, les deux types de paquets sans les distinguer. On va le faire au niveau du routage seulement pour le transport. Puis le routage dynamique est fait par BGP. Pour établir une session, pour échanger les routes, le segment d'adresse que vous allez recevoir soit du risque ou de ARIN, on va l'échanger par BGP habituellement. Et chacun des services du risque va pouvoir être activé sur IPv6. Donc, pour commencer votre connectivité, tout simplement écrivez-nous à support@risque.qc.ca. J'ai oublié. Au niveau des numéros de AS number, donc qui est nécessaire pour faire du BGP, on va vous en assigner un si vous n'en avez pas déjà un public, ce qu'on a déjà fait dans la majorité des cas au niveau IPv4. Donc, le risque a déjà, comme vous le savez, un /32. De ce /32-là, on peut facilement vous assigner des /48. On a déjà fait des provisions pour vous en attribuer. Il y en a qui ont commencé des connectivités, qui ont déjà été chercher leur propre bloc d'adresse au niveau d'ARIN. Ça aussi, c'est acceptable. On n'a aucun problème avec ça. On va le router. Et nos fournisseurs Internet aussi vont l'accepter. Donc, nos deux fournisseurs Internet principaux, c'est Cogent et Tata, anciennement Teleglobe. Ils prennent simplement nos adresses, nos paquets, les transportent sur l'Internet pour ce qui est de la liaison mondiale au niveau IPv6. Canary aussi nous permet d'être rejoignable sur IPv6 pour toutes les institutions académiques mondiales. Il y a quelques fournisseurs de contenu qui font du IPv6, soit sur le KIX, soit au Torix, qui sont rejoignables par le VPN contenu ou par l'Internet, dépendamment du type de membre. Comme Nancy a mentionné ce matin, ce n'est pas tous les membres qui ont le VPN contenu. Donc, avec tout ça, il faut mettre en place un certain niveau de sécurité au niveau IPv6 parce que, comme IPv4, on n'est pas à l'abri des attaques. Donc, pour vous donner une idée, IPv6, si on assignait ça à chacune des personnes qui vivent sur la Terre, on aurait l'ordre de 48 quintillions d'adresses par personne sur la Terre. Donc, c'est quand même une somme assez grande d'adresses par personne. Mais bon, c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. On assigne des /48 aux institutions. Donc, si, mettons, on fait l'assignation à une institution d'un /48, on a la possibilité de faire 65 000 sous-réseaux de /64. Et un /64, si vous pensez que c'est pas assez d'adresses, mais c'est quand même 18 trillions d'adresses par sous-réseau. Encore là, je pense qu'on est encore bon pour quelques années de ce côté-là. Dans la même lignée, le scanning qui est fait aujourd'hui, de classer, par exemple, 256 adresses, ça se fait de même. Si on garde pour scanner un /64 avec les 18 trillions d'adresses,
Si on faisait ça à 10 mégas paquets par seconde, donc 10 millions de paquets par seconde, on aurait pour 50 000 ans à scanner tout un réseau, une adresse à la fois. Bon, c'est sûr que les méthodes vont peut-être changer pour essayer d'identifier des cibles, mais aujourd'hui, le scanning devient de moins en moins intéressant du côté IPv6. Ça va vraiment changer. Les attaquants ou les hackers ont toujours des bonnes méthodes de rejoindre les PC targetés. Donc, il y a des attaques qui sont similaires au niveau IPv4 et au niveau IPv6. Le sniffing, quand on est capable de le faire, le DOS ou le DDoS, le man in the middle. C'est toutes des attaques qui sont similaires du côté IPv4 que du côté IPv6. Donc, on a toutes des techniques pour essayer de mettre ça de contrer ça en tant que tel. Puis ça se rapproche du côté IPv6 autant que du côté IPv4. Pardon. Au niveau de votre infrastructure de réseau, ce qui est une bonne idée souvent, c'est d'essayer de choisir un sous-réseau qui n'est pas routé ou qui est filtré vers l'extérieur de votre réseau, ce qui empêcherait des attaques particulières targetées sur votre infrastructure. Donc, ce qui empêcherait, par exemple, d'avoir des DOS directement targetés sur votre routeur. Donc, c'est une des bonnes pratiques à mettre en place. Pardon. Mettre en place aussi le Unicast Reverse Path Forwarding, c'est l'acronyme qu'il y a là. Ça empêche, par exemple, le spoofing qui viendrait de vos réseaux vers d'autres infrastructures, soit vers l'Internet ou soit vers d'autres membres. Ça limite les dégâts en tant que tel. Puis si tout le monde le fait, on serait capable d'avoir une version beaucoup plus sécuritaire de l'Internet. Donc, ce qui n'est pas le cas, mais c'est ce qu'on recommande, du moins. Au niveau IPv6, ICMP v6, comme Lies l'a mentionné tout à l'heure, est devenu indispensable pour probablement déterminer le MTU Path Discovery, par exemple. Si on est capable d'avoir un paquet qui rejoint la destination, il faut vérifier la grosseur du MTU pour rejoindre la destination. Puis ça, c'est le nœud source qui va le faire. Donc, il faut le laisser passer dans l'infrastructure au niveau du firewall, au niveau des access lists. Donc, il y a une série qui a été recommandée dans le RFC de mémoire 48-90, je crois, pour justement laisser passer, par exemple, des types de ICMP pour faire la bonne gestion et l'assignation des adresses IPv6 dans l'infrastructure. Le multicast, comme c'est mentionné, est nécessaire maintenant pour l'assignation et la découverte des routeurs, par exemple, et des préfixes lists au niveau de la gestion locale du réseau. Et les access lists doivent refléter cette chose-là. Aujourd'hui, ce n'est pas toutes les machines qui sont enregistrées dans le DNS. Ça ne sera peut-être pas le cas non plus au niveau IPv6, mais avec la longueur des adresses qu'on a pour chacune des machines, il faut quand même avoir une méthode d'essayer d'identifier puis de résoudre les adresses. Le DNS est encore la meilleure solution. Puis de le faire de façon automatique va devenir probablement la norme dans le futur. Et cette chose-là, au niveau du DNS, va devenir aussi une source d'information pour les attaques. Donc encore là, il va y avoir des mécanismes qui devront être développés pour essayer de soit filtrer qu'est-ce que vous voulez annoncer vers l'extérieur ou il n'y a pas de mécanisme encore déterminé pour l'instant que j'ai vu, du moins. Au niveau des HTTP v6, c'est un peu la même affaire. Il y a des méthodes d'attaque qui peuvent être faites. Un nœud, par exemple, dans le réseau local, pourrait s'annoncer comme un DHCP et donner des fausses informations à vos infrastructures au niveau IPv6. Donc, c'est encore tout plein de choses qu'il faut vérifier parce qu'avec le multicast, on rejoint facilement l'infrastructure. Donc, pardon, mettre en place tout simplement l'option d'identification au niveau des DHCP, hein, ça en est une, ou tout simplement filtrer les paquets de type UDP port 547 à 546, qui sont les ports privilégiés de communication pour le DHCP version 6. Donc, si on filtre les clients, c'est sûr que les clients ne pourront pas se prendre comme un DHCP v6, ça, puis essayer justement de faire des attaques à l'intérieur de votre infrastructure. Donc, comme Lies mentionnait tout à l'heure, les ARP pour IPv6 est maintenant sous un format multicast. Il y a une requête qui est faite dans le réseau pour un routeur et le routeur va répondre, savoir qu'est-ce qui est quoi, ou un nœud qui va nous répondre « oui, mon adresse est X ».
il y a des types d'attaques qui peuvent être faites. Une machine peut se dire, « Hey, moi, je suis un routeur, envoie-moi tout ton trafic, je vais te l'acheminer à la bonne place, mais en contrepartie, il va pouvoir tout examiner le trafic qui va passer par lui. » Donc, c'est des attaques de base qui, au niveau IPv6, qui sont possibles avec les mécanismes d'autoconfiguration. Mais pour empêcher ça, deux RFC ont été identifiés pour essayer de mettre la sécurité au niveau de la découverte des voisins avec des signatures de cryptographie et encore au niveau 2 d'empêcher les paquets de route advertisement d'être propagés au niveau de votre infrastructure, puis juste identifier les routeurs spécifiques pour que ce soit eux qui envoient les bonnes informations. Et si, par exemple, vos infrastructures ne le supportent pas encore, on peut quand même mettre un access list à ce niveau-là pour justement éviter qu'on ait plein de routeurs qui sautent à partir de clients étudiants, par exemple, qui s'amusent à sur votre réseau. Donc, au niveau du protocole de routage, les bonnes pratiques qu'on a aujourd'hui sont encore très, très valides. Mettre en place des mots de passe de sécurité entre les différents nœuds pour s'assurer que c'est bien le bon routeur qui échange la bonne table de routage du côté BGP, ISCS, par exemple. Aujourd'hui, ça n'a pas changé au niveau de ces deux types de protocoles-là. OSPF, il y a une version 3 de sortie pour IPv6. Ne fait plus de MD5 au niveau il ne fait pas d'encryption ou de vérification de table de routage qui est échangée. Il laisse ça plus au niveau de IPsec qui est bâti directement dans IPv6. Donc, il faut activer IPsec à l'intérieur de OSPF au niveau de IPv6. Pour finir, on a essentiellement deux stacks dans notre protocole IP. IPv6, IPv4. Lui qui a le moins de sécurité, c'est va être essentiellement lui qui va se faire attaquer en premier. Donc, si vous ne faites pas rien pour empêcher qu'IPv6 se fasse attaquer, ça va probablement venir de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que si je n'ai pas activé IPv6 dans mon réseau, que ça ne marche pas, qu'il n'y aura pas d'attaque. Non, non, parce que beaucoup de machines aujourd'hui, Windows, Vista, Windows 7, toutes les Mac OS, beaucoup de Linux, sont déjà aujourd'hui activés IPv6 par défaut. Dès qu'on l'allume, il essaie de se configurer IPv6. Puis si on a quelqu'un dans l'infrastructure qui a décidé de s'annoncer comme un routeur, tout IPv6 va s'activer et est le protocole privilégié. Il va prendre précédence sur IPv4 et il va envoyer du trafic à cette machine-là qui peut sniffer, qui peut le reconfigurer, qui peut faire toutes sortes de choses. Aujourd'hui, IPv6 est déjà dans vos infrastructures, que ce soit de façon attaque ou de façon légitime à travers des tunnels, par exemple, comme Teredo par Microsoft, qui passent directement à travers vos firewalls, qui ont un accès aujourd'hui IPv6 vers l'extérieur. IPv6 sont déjà dans votre réseau. Et que ce soit pour le meilleur ou le pire, il serait temps que vous mettiez IPv6 en fonction chez vous, que ce soit juste pour avoir une meilleure sécurité et avoir une meilleure gestion de votre infrastructure. Moi, ça va être tout. Donc, si vous avez des questions, je vous prierai d'essayer d'utiliser le micro, s'il vous plaît. Pour moi, c'était bon. Il n'y a aucune question. Daniel Raymond, Université du Québec à Trois-Rivières. Question triviale. Les présentations, on n'en a pas parlé ce matin. Les présentations vont être disponibles sur le site, j'imagine? Effectivement, ils devraient être disponibles sur le site. OK. Question IPv6. On parle beaucoup de multicast, d'utilisation de multicast en IPv6. On peut-tu penser naïvement à ce moment-là que des infrastructures qui utilisent beaucoup le multicast, comme par exemple les réseaux de caméras de surveillance IP, pourraient bénéficier largement de réseaux IPv6, qu'on devrait ça serait peut-être les premiers à les transférer sur IPv6? C'est dur à dire un peu parce que je ne sais pas si les caméras de surveillance ont déjà le protocole IPv6 d'activer. Il faudrait vérifier avec les systèmes en place. Souvent, ces systèmes de sécurité-là sont un petit peu plus en retard au niveau de la structure de transport en tant que telle, même si c'est de la sécurité, ils n'avancent pas très, très vite au niveau des développements de protocoles. Donc, c'est un des premiers aspects qu'il faudrait vérifier. Mais effectivement, même si on que IPv4 aujourd'hui, on serait capable de le mettre en fonction
en mode multicast dans l'infrastructure interne. On n'est pas obligé de faire du multicast vers l'extérieur pour pouvoir activer cette chose-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je savais que ce milieu-là était conservateur, mais je pensais utiliser l'avantage du IPv6 côté multicast. Je l'encouragerais de le faire. Puis au niveau multicast, on n'est pas obligé non plus de faire du multicast avec l'extérieur de notre infrastructure. C'est surtout axé au niveau de l'infrastructure interne pour accélérer, par exemple, le déploiement de PC et autres. Vers l'extérieur, si on n'a pas d'échange, par exemple, de transport de vidéoconférence, par exemple, ou d'échange au niveau multicast, c'est pas encore très bien développé aujourd'hui, même si les applications existent. Bon, il ne semble pas y avoir d'autres questions. Peut-être Guillaume? Oui, bonjour. Guillaume Baudouin du Collège de Bois-de-Boulogne. J'aimerais savoir au niveau du développement des membres du risque, où on est rendu en termes de branchement et combien jusqu'où s'étend le réseau IPv6 des membres interconnectés entre eux? Juste pour répondre, le premier collège qui est branché en IPv6, c'est votre collège. Donc, au niveau, il y a un collège qui a demandé, ça fait quelques mois, le collège de Lévis-Lausanne. Son routeur est configuré IPv6. Il y a une passerelle IPv6. On ne sait pas s'il a commencé à utiliser IPv6 ou pas. Côté université, on a l'Université de Laval qui utilise IPv6. On a l'Université de McGill qui utilise IPv6. D'ailleurs, je pense qu'ils ont même participé à la journée mondiale le 6 juin, la journée mondiale de IPv6. Là, je vois une tête qui bouge là, donc ils ont participé à la journée mondiale IPv6. Donc, il y a l'Université de Concordia qui nous ont sollicité. On est en phase de branchement avec eux autres. Puis, c'est l'occasion d'ici de vous demander de nous envoyer des emails à support pour ceux qui souhaitent se brancher en IPv6. Comme montrent les slides précédentes, puis les présentations de matin, le réseau de risque support et permet de router vos paquets IPv6 vers nos peers externes. De façon un peu plus détaillée au niveau du trafic en tant que tel IPv6 vers nos différents appairages, le trafic est négligeable essentiellement. On ne voit pas beaucoup de trafic IPv6 de façon native. On n'a pas analysé, par exemple, s'il y avait beaucoup de tunnels, mais ce qu'on soupçonne, c'est qu'il y en a plusieurs. Mais de quel ordre, on n'a pas les statistiques pour aller fouiller suffisamment profondément dans les paquets pour vérifier cette quantité-là. Merci. C'est ça. Au niveau de peering, on a, comme Yves a signalé, on a Tata, on a Cogent qui nous supportent en IPv6. Dans le contenu, on a le Hurricane Electric qui nous supporte en IPv6. Dans Canary, nous supporte en IPv6. Pour avoir une idée, la table globale des préfixes IPv6 dans Internet est rendue à 5K ou 6K à peu près. Ce n'est pas encore filtré parce qu'on reçoit toujours des /127. Donc, il n'y a pas vraiment des règles qui ont été mises pour le moment pour qu'on reçoit juste des /48, par exemple. On reçoit même des /127. Mais je vous dis à peu près, la table de rouge date, elle est rendue à 5 à 6K. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. Ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, on va aller vous laisser dîner. Parce que c'est ça que tout le monde attend.